Bien, donc vous avez compris que mon intérêt pour la question de l'écriture, de la lecture de l'écriture en histoire, donc dans une discipline scolaire, est né des discussions que j'avais eues avec ma voisine de bureau à Sherbrooke, qui était Christiane Blazer. Mais je ne suis pas un spécialiste de cette question, donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est quelques constats que j'ai avec mes données de recherche, et puis quelques propositions pour essayer de faire de la lecture de l'écriture, je dis bien en histoire, un objet didactique, un objet de recherche didactique. Donc, des activités de lecture et d'écriture, je vais aller assez vite là-dessus, peu engageantes en général et à faible valeur intellectuelle. Ce sont des constats de la recherche, coulés dans un modèle pédagogique tenace que j'appelle l'histoire découverte, ou le magistral dialogué, ou si vous interrogez les enseignants, ce sera en effet la conception, les bases d'abord et puis le raisonnement après. Éloigné des présupposés didactiques de la pensée historique, pour faire référence à ce que Madame disait récemment, je pense notamment aux travaux ici de Robert Martineau. Pour très vite caractériser ce qu'on appelle l'histoire découverte, un modèle pédagogique qui me semble très prégnant, très dominant, en tout cas en Belgique, en France. Je me base d'ailleurs sur les travaux de Nicole Tissot-Guyot, et je pense qu'au Québec, nous sommes dans cette même configuration aussi. Le but, c'est de faire entrer les élèves de plein pied dans le passé par le dévoilement. Le document, bien sûr, est le support privilégié qui permet ce dévoilement de la réalité du passé. La démarche, c'est une lecture collective ou individuelle d'un texte ou d'un document, des questions fermées, une prise d'information rapide et immédiate, un dialogue fluide et des échanges rapides pour gagner du temps et gagner aussi et garder l'attention des élèves. Et puis une participation des élèves au discours sur le passé qui se découvre. Les activités cognitives, essentiellement, ce sont des réponses courtes à des questions formées. Une lecture qui ne demande ni activité d'interprétation ou de raisonnement, puisque ce qui se donne à lire est la réalité du monde et du passé. Le statut de la lecture, c'est lire, c'est donc entrer dans un passé qui est directement intelligible. On pourrait parler longtemps de là-dessus, mais j'essaye un peu de caractériser ce qu'il y a comme type de conception de représentation sociale à propos de l'enseignement de l'histoire et de pratiques qui sont associées à ces démarches d'enseignement en classe actuellement, malgré les réformes probablement qui essayent de promouvoir d'autres modèles pédagogiques. D'une histoire découverte, on essaye d'évoluer vers une histoire aujourd'hui qui est discipline, c'est-à-dire qui charrie non seulement des connaissances, mais aussi des modes de pensée. Je ne m'attarde pas sur ces questions-là. Quel cadre théorique et méthodologique pour faire donc de l'accompagnement de la lecture et de l'écriture, je me mets bien du point de vue de l'enseignement, de l'enseignant, en classe d'histoire, un objet de recherche didactique. Bon, si on s'intéresse à Vygotsky, moi j'ai surtout lu les écrits de Didier Cariou. Il a sorti un petit ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle « Écrire l'histoire scolaire » aux presses universitaires de Rennes. On pourrait dire que le sens commun veut que la pensée s'exprime par le langage. Le langage est une sorte de tuyau par lequel, neutre, incolore, par lequel la pensée peut s'exprimer. Pourtant, si on interroge les enseignants, lorsqu'on demande pourquoi les élèves ont du mal à écrire, je ne dis pas pour lire ici, mais à écrire, on va trouver toute une série de raisons. Problèmes d'orthographe, mais aussi, si vous regardez la colonne du milieu, manque de connaissances, connaissances confuses, ou bien, si vous prenez la colonne de droite, simple énumération, texte peu organisé, simple récitation du cours et des choses comme ça. Donc, en fait, malgré tout, il y a manifestement autre chose que simplement un problème de maîtrise de la langue. Il y a aussi, à travers l'usage du langage, des problèmes de savoir, de conceptualisation, ainsi que des problèmes d'usage du raisonnement. Raisonnement disciplinaire, j'entends bien, si on s'inscrit dans un cadre qui est celui de la discipline. Dès lors, on peut penser la pensée comme une réalité qui se construit non pas par le langage, mais dans le langage. Et du coup, ça nous explique pourquoi on trouve par exemple dans l'activité d'écriture des élèves des difficultés manifestes. Les mots viennent difficilement, pour nous aussi. Écrire un article, ça reste quand même une activité difficile. Eh bien, cette difficulté exprimée est en fait les scories ou les traces manifestes d'un travail d'élaboration du savoir qui se fait dans le langage. Donc je suis sur un plan théorique ici. Et donc, il y a une espèce on a tous vécu ça, évidemment, par expérience, mais une espèce d'ajustement successif
qui se fait de négociations successives entre notre pensée, que l'on déconstruit, nos idées que l'on déconstruit et qu'on reconstruit dans le langage, écrit, oral, quelles que soient ses formes. Bon, l'élève a forcément en classe un rapport au langage qui va varier. Il peut concevoir des activités de lecture ou d'écriture comme une tâche d'effectuation qu'il peut faire sans implication personnelle, par obligation scolaire. On va appeler ça plutôt une posture d'exécutant. Et nous savons bien que les meilleurs élèves, c'est ceux qui vont davantage concevoir les activités de lecture et d'écriture comme une tâche d'élaboration avec implication du personnel. On voit d'ailleurs souvent dans les écrits l'apparition du « je » qui intervient. Il y a une espèce d'implication de la personne de l'élève qu'il va relire à travers un parcours d'apprentissage. Il sait bien que ça lui permet de se former, de se développer intellectuellement. Et donc, il va se mettre dans une posture de sujet apprenant ou de sujet auteur. Évidemment, tout le travail consisterait pour un enseignant de construire des savoirs en intervenant bien sûr sur le langage, non pas en intervenant sur la langue, mais bien sur le rapport au langage disciplinaire. Je vais assez vite parce que je voudrais surtout vous présenter quelques données de recherche. Donc la question c'est: quelle pratique de lecture et d'écriture dans la discipline? Que peut-on constater et comment pourrait-on proposer des pistes pour penser cet objet-là et l'améliorer ensuite? Bien, je m'inscris dans le cadre de la transposition didactique. Nous sommes bien sûr dans la forme scolaire. Nous sommes dans un cours d'histoire de deux périodes par semaine. En Belgique, c'est 2 fois 50 minutes. Au Québec, c'est 4 périodes par cycle. Donc, on n'a pas énormément de temps et on ne peut pas passer 4 heures à lire un texte avec des élèves. On sait très bien que c'est impossible. Il n'y a pas un enseignant qui va faire ce genre de choses-là. Il n'a pas le temps, il doit couvrir son programme. Donc, dans le cadre de la pensée de la transposition didactique, je m'intéresse à l'activité enseignante, donc je vais aller assez vite là-dessus, qui est un travail de construction de séquences d'enseignement et de mise en œuvre en classe, de construction d'objets de savoir, travail d'interprétation, de hiérarchisation, de sélection des contenus, d'organisation, d'agencement, d'opérationnalisation, et dans lequel il va choisir notamment aussi des moments qui sont des activités de lecture et d'écriture. Il ne va peut-être pas nommer ça comme ça, activités de lecture et d'écriture, mais il y a des textes qui interviennent, il y a des choses que l'on regarde, que l'on lit, il y a des moments où aussi on fait écrire. Christiane vient de nous en montrer un exemple à travers les manuels scolaires. Donc, l'objet de savoir, on peut dire que les enseignants, en gros, disposent d'une hiérarchie de contenu. Il y en a qui sont plus importants, il y en a qui sont moins importants. Des activités de problématisation, de découverte, de structuration ou de conclusion. Des outils didactiques qui sont des formes d'interaction avec les élèves, par exemple le magistral, ou bien il y a des enseignants qui préfèrent le dialoguer, ou encore d'autres qui vont régulièrement mettre leurs élèves à des tâches, ils vont les laisser en autonomie, ils vont se mettre plus en retrait. Et ils vont donc construire des séquences d'enseignement en veillant à hiérarchiser, à agencer leur contenu de manière logique, une logique qui est didactique, qui permet de problématiser, qui permet de découvrir, qui permet de structurer, etc. Je passe assez vite là-dessus, sur ces théories de la transposition didactique, pour aller regarder d'un peu plus près l'activité de lecture ici, pas d'écriture, mais de lecture. On peut y repérer différentes étapes. Si on modélise un petit peu ce que l'on voit dans les données, généralement, l'enseignant va prendre le temps de demander aux élèves de prendre connaissance de l'identité de la teneur d'un document, d'un texte écrit. Il va leur demander de s'approprier le vocabulaire, le sens littéral. Ça prend du temps, cette affaire-là, parce que c'est souvent en histoire, ce sont des textes anciens, on est dans un monde étranger. Et puis, une étape d'analyse. Si on reprend le vocabulaire que Christiane utilisait tout à l'heure en fonction de la taxonomie, vous savez que ce n'est pas une étape simple non plus. Puis, l'analyse terminée, on va identifier les éléments pertinents pour faire le point en termes de savoir et éventuellement, si on a le temps, faire une étape plus d'appréciation de la fiabilité, de la portée du témoignage. Donc, vous voyez, déjà, cette lecture du texte en histoire suppose des étapes qui sont colorées disciplinairement. On y ressent un peu la critique historique qui est là derrière. On ne fait pas que simplement lire le document, on prend le temps de voir qui a écrit, à quelle époque. Tiens, est-ce qu'à propos, ce qu'on a retiré comme savoir est fiable ou pas par rapport au texte qu'on vient de lire. Mais en gros, disons qu'on a deux mouvements. On a un mouvement d'entrée dans le document, dans le texte, par la lecture, et puis on a un mouvement de sortie,
Une fois qu'on est rentré de ce document, il ne faut pas y rester enfermé, il faut pouvoir en sortir pour mettre en évidence du savoir sur un objet d'étude. Bon, et puis éventuellement une étape de critique. La question, c'est, moi je m'intéresse à cette question-là, quel accompagnement en histoire pour l'étape de sortie? Donc l'étape de rentrée, on ne va pas la regarder aujourd'hui, mais c'est l'étape de sortie. C'est la plus dure. Quand j'enseignais dans le secondaire, c'était vraiment le moment où j'avais le plus de mal, c'était structurer des savoirs en fonction de l'activité de lecture qu'on avait fait des textes. Alors, lire pour construire du savoir en histoire, constat et proposition. Je vais vous montrer un exemple de leçon sur la colonisation de l'Amérique centrale et du Sud, et puis on regardera plus en détail un moment de lecture qui est consacré dans cette leçon-là. Donc, en fait, on a travaillé avec une douzaine d'enseignants, je ne vous dis pas comment on les a choisis, mais ils étaient tous d'accord pour enseigner un même objet d'enseignement, qui était la colonisation de l'Amérique centrale et du Sud pendant 50 minutes. Et voici un exemple qui me semble assez emblématique de ce qu'on voit d'habitude. Donc, l'enseignant commence par mettre en place le sujet de la leçon pendant quelques minutes. La largeur des rectangles est synonyme et représentative du temps consacré sur la ligne du temps que vous voyez au-dessus. Puis, il va prendre une première carte pour découvrir les différences entre les colonies portugaises et espagnoles. Puis, dans une deuxième étape, à peu près un quart d'heure, il va découvrir d'autres caractéristiques en termes d'intention, de forme de domination et de processus de cette colonisation par l'analyse d'un document qui est un texte de Lopez de Gomara de 1552. Et puis, dans une étape encore, il va encore découvrir la conquête des empires précolombiens par un petit moment consacré à une analyse d'une carte, mais surtout par des explications sur la conquête des empires précolombiens et sur les raisons et la rapidité de cette conquête. Puis, il va faire le point avec ses élèves sur les intentions coloniales, les caractéristiques de l'occupation coloniale pendant encore un bon 10 minutes, et puis la leçon est terminée. Il faut passer à autre chose, les élèves en cours de maths ou de gymnastique ou que sais-je encore après. Voilà la réalité de la classe, comment ça se passe. Et donc voilà dans le cadre dans lequel les activités de lecture et d'écriture prennent place. Et ce n'est pas un autre cadre, c'est celui-là, en tout cas en Belgique francophone, mais je pense qu'au Québec, on n'est pas très loin de cette réalité-là. Si on regarde maintenant, donc, en gros, il y a une longue partie dédié à la découverte et puis un moment de structuration. Si on regarde les formes d'interaction avec les élèves, en bleu, c'est vraiment du magistral, c'est l'enseignant qui parle seul. En vert, ce sont des moments d'interaction entre l'enseignant et ses élèves. On est dans des questions-réponses, les élèves participent. Et en rouge, ce sont des moments où les élèves travaillent de façon autonome. Vous voyez bien qu'il y a un moment de travail autonome, notamment dans la première étape de la leçon. On va regarder donc en détail cette étape-là. C'est le texte de Lopez de Gomara, qui dure à peu près 15 minutes. Voici donc le texte, on ne va pas le lire parce que ce serait beaucoup trop long pour le temps qui m'est donné. Mais on va regarder comment ça se passe. Tout d'abord, l'enseignant va dire aux élèves de prendre le texte, ça prend 15 secondes. Puis, pendant 1 minute 30, il va passer à l'identification du document. Vous voyez que c'est essentiellement lui qui le fait, si on regarde les petits camemberts qui sont en dessous. Identification de l'auteur, précision à propos de l'appellation des Indes, précision biographique, qui est Lopez de Gomara, etc. Il écrit au service du pouvoir espagnol. Et puis, on passe à la phase de lecture du document. Vous voyez que c'est en fait l'enseignant qui lit essentiellement, bien que les élèves interviennent un peu. Donc, il va donner d'abord une consigne d'analyse. Je vous demande de faire attention avant de lire le texte aux intentions, au type de domination et à la manière de coloniser. Et puis il va lire, il s'arrête pour résoudre des problèmes de vocabulaire, là les élèves interviennent, il reprend la lecture, il s'arrête pour résoudre encore une fois des problèmes de vocabulaire, et puis il reprend encore la lecture et il la termine. Il y consacre à peu près 4-5 minutes à la lecture de ce texte. C'est lui qui lit. Et puis il met les élèves au travail pendant 5 minutes. Il rappelle la consigne de travail, il les précise les modalités de travail, vous pouvez travailler seul ou par deux, puis il les fait travailler individuellement, et lui, il passe entre les bancs pour aider les élèves qui ont le plus de difficultés ou leur demander de ranger leurs affaires s'ils font autre chose que de l'histoire ou que sais-je encore. Et vous voyez que là, les élèves travaillent. Et puis, il passe dans une phase de mise en commun où il va mettre en évidence avec les élèves, vous voyez là qu'on est dans du vert, hein, donc c'est un moment vraiment d'interaction, mise en évidence des intentions des Espagnols, mise en évidence des deux caractéristiques du processus de colonisation. On va regarder
un peu plus en détail. Ah oui, donc vous voyez la phase d'entrée dans le document que j'essayais de modéliser tout à l'heure et la phase de sortie du document. J'attire votre attention sur le fait que ce que j'ai mis en rouge ici, c'est quelque chose qui va jouer un rôle important dans l'activité de lecture du texte. Je vous demande de regarder les intentions des Espagnols, le type de domination et la manière de coloniser. On va revenir sur cette question-là que j'appelle l'objet de recherche un peu plus tard. On va regarder plus en détail la phase de mise en commun. Voilà comment elle se déploie. C'est 5 minutes, pas plus. Une longue période de ces 5 minutes est consacrée à la mise en évidence des intentions des Espagnols. Voilà comment ça a lieu. Généralement, un élève avance une proposition, puis l'enseignant la valide. Qu'est-ce qu'il avance comme type de proposition ? Monsieur, une intention religieuse. Et l'enseignant dit, c'est bon, on note. Une intention économique, c'est bon, on note, etc., etc. Juste pour l'intention démographique qui n'est pas bonne, l'enseignant l'invalide, il dit, c'est pas bon. Et puis pour l'intention politique, là, il demande à l'élève de justifier, c'est le seul moment où il demande à l'élève de justifier un petit peu pourquoi il avance cette proposition-là. Et puis, il va valider un certain nombre d'attributs du concept de colonisation par rapport à la question des intentions des Espagnols, et tout cela se fait de façon interactive avec les élèves. Regardons maintenant plus en détail la deuxième phase, mise en évidence de 2 caractéristiques du processus de colonisation. Donc, ce sont les résultats de la lecture. Alors, regardez comment ça se passe. L'enseignant pose la question. Est-ce qu'au niveau du processus, donc du début finalement de la colonisation, est-ce que vous avez découvert des choses sur... Alors, regardez la question suivante. Est-ce que le processus est violent ou non? Réponse de l'élève, il est long. L'enseignant, il est long. Il est surpris, évidemment. Il pensait que l'élève allait dire, oui, c'est violent. L'élève, là, il se rend compte que l'intonation de l'enseignant, c'était peut-être pas la bonne réponse. Donc, il dit, non, en fait, 60 ans, c'est pas... oui, 60 ans, c'est très long pour un élève du secondaire. Bon, le processus, en tout cas, pour prendre possession des terres, on dit en 60 ans, donc il reste sur la question de la longueur, de la durée. Est-ce que 60 ans pour quand même regarder la carte de l'Amérique centrale à la pointe du sud de l'Amérique, est-ce que c'est long? C'est bien que vous n'avez plus le choix de dire non, que c'est pas long. Alors là, c'est la réponse de Normand. Un demi-siècle, oui, ça va. L'enseignant enchaîne. Bon, ça paraît quand même pas très long pour prendre tout ça. D'accord? Pour prendre possession de tout ça. Ça paraît pas très long. Ça va? Pas de réponse. La violence, est-ce qu'elle apparaît ou pas? Est-ce que c'est pacifique? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Toute la classe a compris qu'il fallait répondre, c'est violent, c'est assez inaudible, on n'entend pas très bien à l'enregistrement. On fait émériter par les armes, il cite une partie du texte, puis il ajoute, donc on peut se douter que ce processus, il doit sans doute être violent, dit l'élève. Violent, dit l'enseignant, il le note au tableau, et puis on a terminé la phase de mise en commun. Regardez, sur le plan de la présentation, le nombre de mots produits par l'enseignant et le nombre de mots produits par les élèves. Nous sommes encore dans le... pourtant, cet enseignant-là, ce n'est pas du tout pour stigmatiser, c'est très emblématique de tout ce qu'on voit dans les pratiques enseignantes. On ne va pas appeler ça des réponses élaborées, vous comprenez, à qui suivent des activités de lecture. Pourtant, c'est un des rares qui laisse quand même de l'autonomie à ses élèves, qui les fait travailler seuls pendant 5 minutes. Mais voilà la mise en commun. Nous sommes dans la forme scolaire, elle surdétermine les pratiques. Ils n'ont pas le temps d'aller plus loin. Parce qu'il y a le programme, il y a des contenus à voir, des compétences à faire, des évaluations à tour de bras à rechercher. Bon, il ne me reste plus que 10 minutes. Moi, ce que j'aurais voulu vous proposer, c'était l'idée de travailler sur la notion... Alors là, nous sommes bien en didactique de l'histoire. Il s'agit d'articuler écriture et lecture avec la construction des savoirs en histoire. C'est ça qui est, à mon avis, l'enjeu du symposium aujourd'hui. L'objet de recherche en histoire, cette notion-là, vous avez vu qu'on problématise, on met en évidence, en fait, c'est en évidence, mais qu'est-ce qui caractérise la colonisation espagnole en Amérique centrale et latine? Il va venir inonder, si vous voulez, ou donner du sens aux étapes ultérieures, y compris les activités de lecture et d'écriture qui prennent place dans cette logique-là. Ça peut se justifier sur le plan épistémologique, je vous passe, je vous passe cette diapositive-là, mais c'est sûr que les historiens travaillent avec des questions et ils construisent ces questions et ne travaillent pas avec n'importe lesquelles. Donc l'objet de recherche, c'est quoi? C'est une question, une hypothèse, une affirmation qui est délimitée dans le temps.
l'Espagne, colonisatrice en Amérique latine au XVIe siècle, qui porte sur le principal contenu, qui est construit conceptuellement. Ça, c'est vraiment la question la plus intéressante. Par exemple, vous avez ici une série d'objets de découverte. Comment le pouvoir évolue-t-il à Rome de la République à l'Empire? Ce n'est pas la même chose qu'un objet de recherche. Le pouvoir à Rome, de la République à l'Empire, évolue-t-il vers la démocratie? Hein? Ça, ça n'a pas la même teneur, cette question-là. Économie et société au bas Moyen-Âge, décrivez-moi cela. Ce n'est pas la même chose que l'Occident au XIVe et XVe siècle, une période d'expansion, point d'interrogation. Vous voyez que ces questions-là, elles sont conceptuellement armées et elles deviennent un outil d'enseignement, mais aussi un outil d'apprentissage pour lire et pour écrire pour les élèves. Alors, je vous passe les autres questions parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, autrement dit, mon modèle de la lecture du document ici, si on rajoute, étant donné un objet de recherche que l'on a construit avec les élèves dans une phase de problématisation, est-ce qu'on n'a pas là un magnifique outil qui nous permet de savoir ce qu'on analyse quand on analyse, de savoir ce qu'on recherche comme élément pertinent quand on recherche des éléments pertinents, et de savoir comment faire le point, l'étape de synthèse, quand on veut faire la synthèse, et même aussi de savoir la fiabilité du document quand il s'agit de... C'est sûr que l'objet de recherche va donner au document son statut de document. Tous les historiens le savent bien. Voilà. Un petit mot aussi sur les activités d'écrire pour construire du savoir en histoire. Il me semble que la prise de notes des élèves au cours, qui, elle, fait partie de la forme scolaire, en tout cas en Belgique, la prise de notes est très importante comme pratique d'écriture chez les élèves, devrait être un objet didactique où on pourrait voir en quelle mesure l'épistémologie de l'histoire, comme par exemple la notion d'objet de recherche, est un outil qui permet aux élèves de structurer leur prise de notes. Je vous donne un exemple. Voici un élève ici, c'est les notes que j'ai pu photocopier, j'en ai pris une parmi beaucoup que j'ai récoltées. Chapitre 2, les transformations économiques et sociales au Moyen-Âge, croissance démographique et renouveau des campagnes, premier point vu avec les élèves. On commence par un constat. On découvre qu'au XIIIe, XIIe, XIIIe siècle, l'Europe du Nord connaît une vague de grands défrichements extrêmement importante. On analyse une carte qui nous permet de voir ça, et on se pose la question, pourquoi ? On y apporte des réponses par l'analyse d'autres documents, la lecture, si vous voulez, croissance démographique, car hausse du taux de mortalité, et puis on va mettre en place un schéma causal d'explication de l'expansion de ces défrichements de l'Europe par un mécanisme de croissance, notamment croissance démographique, où l'élève va faire toute une série de liens. Vous avez l'objet de recherche qui est niché là, quelque part dans la prise de notes des élèves, et qui est un instrument, me semble-t-il, d'apprentissage vraiment important pour les aider, non plus à lire ici, mais à écrire. Parce que les prises de notes, ce sont des activités d'écriture des élèves. Et donc, nous sommes là ici dans la pensée. On apprend à penser, à structurer, à mettre en place des savoirs par l'écriture, ce qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ces prises de notes-là. Je m'arrête ici.